Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marhaba bikoum معنا sur Média 24. Vous regardez le 12-13. C'est votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité avec celles et ceux qui font l'actualité. On se retrouve tous les jeudis entre midi et 13 heures pour revenir sur les faits marquants de l'actualité. Et pour m'accompagner dans cette tâche, je serai accompagné chaque jour par mon confrère journaliste et chroniqueur politique, Aziz Bousta, qui est à ma droite. Bonjour Aziz, Confrère et ami. et ami Confrère et également. ami. Donc, on est d'accord là-dessus. Bonjour Adil. مرحبا بك معنا sur Média Allah 24. يبارك فيك, Allah يبارك فيك. C'est pas la première fois, ça va pas être la dernière, je suppose. Absolument, c'est la première d'une longue série. On va essayer. C'est C'est la première d'une longue série. d'une longue série, c'est la première aussi de 2026. Absolument. Ouais. Et comme vous pouvez le constater sur l'écran large, nous avons un invité pour cette première. Il s'appelle Omar Benjeloun, à ma gauche. C'est Omar, bonjour. Merci, c'est Adil de m'avoir invité. Vous êtes docteur en droit, avocat au barreau de Rabat, membre de l'ABAM, l'Association des barreaux du Maroc. Et nous vous recevons aujourd'hui puisque nous allons parler de l'actualité des avocats avec cette polémique autour du projet de loi qui régit l'exercice ou la profession des avocats. Nous allons en parler aujourd'hui. En tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre intérêt. Et l'actualité de ce jeudi 15 janvier 2026, elle est avant tout, avant de parler du sujet des avocats et d'autres sujets que nous allons aborder, l'actualité en ce jeudi 15 janvier, c'est bien évidemment la qualification du Maroc à la finale de sa CAN à domicile après un match très tendu hier soir face au Nigeria, qualification au bout des arrêts du temps additionnel et des prolongations et des tirs au but. Et on se retrouvera avec nos amis sénégalais pour une deuxième étoile à accrocher au-dessus de l'écusson de l'une des deux équipes. C'est le sujet à la une et on en parle maintenant. Le sujet à la une, c'est donc cette qualification du Maroc pour la finale de la CAN 2025. Alors avant de vous donner la parole, messieurs, pour donner votre sentiment par rapport à ce match, à cette ambiance autour de la CAN, à cette qualification à la finale, à ce match aussi qui nous attend avec nos amis sénégalais, parce que là, il s'agit de conclure cette très belle épopée. Je vous propose de regarder, de visionner une analyse technique réalisée par notre confrère journaliste à Média 24, Chadi Chaabi. On regarde le sujet, on se retrouve juste après. Yassine Bounou est pour beaucoup dans la qualification du Maroc en finale de la CAN 2025. En stoppant deux nouveaux pénaltys face au Nigeria en demi-finale, il porte son total à 4 arrêts sur 7 lors des deux dernières séances de tir au but disputées par l'équipe nationale. En huitième de finale du Mondial 2022, le portier marocain avait déjà arrêté 2 tentatives. Mais la qualification du Maroc ne s'explique pas uniquement par la performance du gardien ou des tireurs. Elle repose avant tout sur une prestation collective très solide. Dans le jeu, le Maroc a totalement neutralisé le Nigeria. Les Super Eagles n'ont tenté que 2 tirs, leur plus faible total dans un match de Coupe d'Afrique des Nations depuis 2010. Les Lions d'Atlas ont exploité les failles du 4-4-2 en losange du Nigeria. Il ne leur a manqué qu'un brin de réussite pour faire la différence avant la séance des pénaltys. On vous montre tout ça à travers 2 séquences. Pour commencer, une action défensive qui résume parfaitement le plan de jeu mis en place par Walid Regragui. Le Maroc récupère le ballon haut grâce à Ismaël Saibari, en coupant les lignes de passe vers les milieux de terrain du Nigeria. Juste avant, Ayoub El Kadi déclenche un pressing intense qui met Ayaji sous pression et l'oblige à jouer dans l'urgence. Sur le plan offensif, les Lions d'Atlas ont exploité une faille structurelle du 4-4-2 en losange adopté par le Nigeria. Ce système ferme l'axe, mais laisse naturellement de l'espace sur les côtés, notamment à l'opposé du ballon. C'est précisément dans cette zone que le Maroc a trouvé des solutions, avec Brahim Diaz notamment, libre côté droit. Le décalage est créé, mais l'enroulé de Diaz passe à quelques centimètres des cages de Stanley Nwabali. Le Maroc n'a pas simplement remporté cette demi-finale, il en a eu le contrôle, et il le doit autant à son plan de jeu qu'aux arrêts de Yassine Bounou lors de la séance des pénaltys.
Voilà, c'était donc l'analyse technique produite par notre confrère Chadi Chehbi. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'analyse complète de ce match Maroc-Nigeria dans la séquence Momentum qui sera disponible dans quelques heures aujourd'hui sur Média 24. Alors, ce qu'on retient de, de ce sujet, c'est au-delà de l'aspect technique et tactique mis en place par Walid Regragui, ce que l'on retient de ce match, c'est l'exploit ou la prestation de Yacine Bounou, qui nous a refait une Bounou après la séance de tir au but face à l'Espagne pendant la Coupe du Monde 2022. On peut le dire, c'est lui qui nous a sauvés hier à l'issue des tirs au but. Bastien Omar, comment vous avez vécu ce match? On a été face à un match complètement jouissif qui a confirmé d'abord une chose, c'est que le Maroc était aussi agressif et capable d'un jeu physique. Et donc on découvre que le Maroc avait rempli cette lacune du jeu physique, où on se disait comment apporter l'alternative au jeu physique africain par rapport à un jeu beaucoup plus rapide. Mais là, hier, face au Nigeria, qui sont un peu les plus physiques de l'Afrique, le Maroc a démontré qu'il était aussi capable d'un jeu très offensif et très physique, aussi bien en défense qu'en attaque, par rapport à une super équipe des Eagles nigérians. Et puis, par rapport à Bono, bien sûr, il confirme son statut d'école de goalkeeper, hein. C'est-à-dire, il y a eu Yachine à l'époque 1980, et là, il y a aujourd'hui Bono, après une quarantaine d'années. Je pense que Entre-temps, il est rentré dans l'histoire du football. Et bien sûr, il y a eu mentor et absolument les premiers pas de cette grande école des goalkeepers qui était Badou Zeki. Alice Boustar, sur ce match et surtout sur la prestation de Yacine Bounou, comment tu as vécu ce match? Alors toi, tu dis prestation ou exploit. Moi, je dis prestation parce que dire exploit, ça veut dire que il a fait des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. À partir du moment où on est arrivé à la séance de tir au but, on s'est dit, ça nous ramène à Qatar. On sait faire. Enfin, on sait faire. Les Marocains Il sait faire. Il sait faire. J'étais rassuré. Pour moi, ce n'est pas une. Alors, je vais te dire pourquoi je parle d'un exploit. Justement, parce qu'après le tir au but manqué par Hamza Igaman, Mhm. je pense sincèrement On a tous pris un coup. voilà, on était beaucoup plus Lui de aussi. l'élimination. Et donc, dans ce sens, c'est un exploit parce que c'est lui qui nous remet dans le match, si j'ose dire, et c'est lui qui, au final, nous permet de nous qualifier à cette finale. Oui. Donc, Ben, en l'occurrence, c'est un exploit. Même s'il sait faire, il l'a déjà fait. Si tu veux, il a eu aussi l'exploit d'arrêter de faire un ou deux arrêts réflexes. Si tu veux, c'est des exploits. Mais je continue de dire que Bono reste égal à lui-même, reste quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Le gardien souriant, le gardien volant et souriant. Il arrête des pénaltys, des tirs au but avec le sourire. Il est absolument magnifique, ce garçon. Bravo. Maintenant, moi, je fais pas partie des 40 millions de sélectionneurs, parce que bon, je m'y connais pas trop en foot, je le reconnais, mais à culpa. Mais ce que je peux dire, c'est que je reprends ton expression, Omar, c'était véritablement jouissif. Oui, ouais, j'avais l'impression, je regardais du beau foot, je regardais une équipe marocaine qui était concentrée, une équipe marocaine qui était précise, une équipe marocaine qui était enjouée, une équipe marocaine qui était vraiment bien dans sa peau. Bien entendu, il y a eu des moments, des phases de jeu où c'était pas terrible. Ouais, parce que les 40 millions de sélectionneurs fait ceci, ah, passe à celui, la passe. Comme on dit, nous, on est tranquille chez nous, rythme cardiaque stable, tout va bien, on n'a pas des armes. Rythme cardiaque stable, ça dépend pour qui. Rythme cardiaque stable, bon, Ouais, hier, j'étais très fébrile hier soir. Bon, c'était pas serein. Mais bon, c'est pas toujours aussi facile quand on est sur le terrain, quand on doit faire les choses qu'ils ont faites. Et Je donc, pense ils ont parfaitement je pense assuré. sincèrement que suivre un match de l'équipe nationale en tant que supporter, c'est beaucoup plus dur pour les nerfs et pour l'aspect psychologique que de le vivre en tant que joueur sur le terrain. C'est mon intime conviction. Je pense qu'on stresse beaucoup plus en tant que spectateur que les joueurs qui sont sur le terrain. Ça aurait été bien eux, ils d'avoir un sont joueur avec nous, Azil, parce que bon, eux, ils courent, ils prennent des coups, ils tombent, ils doivent être précis, et en plus, ils stressent. Parce que les 65 000 personnes qui sont en train de les soutenir, et bravo pour le public, parce que c'était un public vraiment magnifique, vraiment merveilleux, et Greg, il l'a dit aussi, il doit y avoir une pression terrible. Et pourtant, ils ont passé ça. Ce qui est bien, c'est de voir cette équipe calme, cette équipe qui maîtrise, cette équipe de ce Maroc tel qu'on veut le voir dans beaucoup d'autres secteurs et domaines que le foot. Espérons que ça fera des émules pour les autres secteurs et pour les autres domaines, mais ça, on en parlera.
Alors, Su- oui, oui, parce que je vois où tu veux en venir. Avant de nous projeter vers la finale qui nous opposera dimanche prochain face au Sénégal, quelle est l'image que vous retenez de la soirée d'hier? Parce que chacun a un moment clé ou une image qu'il retient de la soirée d'hier. Pour certains, c'est les arrêts de Bono. Pour d'autres, c'est les occasions manquées. D'autres font le focus sur un ou deux joueurs qui permettre justement à l'équipe nationale de tenir le choc physique. Quelle est l'image qui résume pour vous, Omar, le match d'hier ou celle que vous retenez par rapport à la soirée d'hier? Je vais être peut-être victime de ma déformation intellectuelle ou voir un grand moment d'ordre politique où la communion nationale et la communion africaine étaient là. C'était une belle image à la fois nationale et africaine avec une équipe, avec un 12e joueur qui est le public, avec un prince héritier portant le maillot et puis avec une grande unité africaine avec un fair play africain où il n'y a pas de mauvaise foi, où il n'y a pas de théorie du complot, où tout le monde a été face à un jeu, à des règles du jeu, avec beaucoup de valeurs, et C'est tout vrai le que c'est monde beaucoup plus était... simple de jouer face à des équipes africaines subsahariennes que face à des équipes, je vais les nommer, l'Algérie ou l'Égypte. Parce que quand vous parlez de théorie du complot, c'est dans la bouche des représentants de ces équipes-là qu'on entend des accusations de kaoulassa, comme ils disent, de la part Les Algériens des Algériens et des Égyptiens. Parce que même la réaction de sont très l'entraîneur, forts. oui, même la réaction de l'entraîneur égyptien hier suite à l'élimination face au Sénégal, elle est indigne du poste qui est le sien, celui de sélectionneur d'une grande nation du football africain comme l'Égypte. Mais ça, c'est entre parenthèses, parce que Oui. j'ai décelé dans votre Tout à propos fait. le message que vous Tout à voulez. fait, mais le Maroc a toujours donné l'exemple de la fraternité et de l'unité. Donc, nous laissons aux amateurs de la théorie du complot d'exceller dans leur exercice qui peut nous faire éventuellement sourire. Mais les résultats à la fois de l'organisation, les résultats relatifs au sport en termes de jeu, les résultats relatifs euh, au comportement et à l'attitude d'un public qui a, entre parenthèses, été toujours qualifié de meilleur public depuis le mondial de Russie, le mondial de Qatar. Et aujourd'hui, Prouvé, sur le terrain, il prouve qu'il a été le meilleur public, à la fois par rapport à sa communion liée à l'équipe et puis à son organisation, effectivement. Aziz Boussam, qui sont l'image que tu retiens de la soirée d'hier, du match, de cette qualification? Bien sûr, il y a le public. Alors, il y en a quatre. Le public, par voie d'hymne national. Oui. Donc ça, c'est toujours la même ferveur, quelque chose qui naît, quelque chose qui est fort, quelque chose qui submerge, qui vous emporte. Il faut vraiment avoir les nerfs en acier pour ne pas bouger. L'image du prince, on est Hassan, donc avec Tori, comme tout le monde, pas en tribune officielle. Lui, il est venu en tant que supporter pour regarder et supporter. Il a supporté, son regard extrêmement concentré, inquiet comme nous autres pendant 120 minutes. Après, il nous fait le Karasullah vers la fin Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, alors quand tu as 65 personnes qui hurlent Allahumma salli alayka Rasulullah, bon, je voyais les joueurs, bon, ça fait quelque chose. Et puis le joueur, Gamel qui a raté Ouais. le penalty, la tristesse et la douleur, j'avais mal pour lui parce que bon, bah, c'est toujours D'ailleurs, c'est juste après, quand, oui. quand Bruno a arrêté le tir d'après, tout Oui. le monde est parti Vers lui. lui parler, lui dire bon, bah, ça c'est réglé, on se calme. Ça, c'est C'était 4 images qui m'ont montré ce que c'est que Absolument. le vrai, le fond, le vrai Maroc. Et c'est vrai qu'on sent que dans ce groupe, il y a une certaine forme de cohésion, vraiment. Ouais. Le terme approprié, c'est la cohésion de groupe qui est là, que c'est pas juste Bah, des... quand même, Greg, un mois vivre ensemble, thème d'Ebza. Ouais. Il a dit ça comme ça, et c'est bien. C'est Bah, bien. c'est vrai, c'est très rare, parce que vous savez, les joueurs de foot, les champions, les joueurs de foot professionnels, c'est beaucoup d'ego à gérer. Ouais. Et le fait de ne pas avoir un problème voilà, d'ego pendant une compétition où vous êtes enfermés pendant plusieurs jours ensemble, bah, là aussi, c'est un exploit, c'est un autre exploit. Alors, on a eu quelques réactions d'après-match de la part de certains supporters à la sortie du stade Moulay Abdallah. Notre journaliste Ardouane Chilh était sur place et il a pris quelques réactions des supporters marocains à l'issue de ce match. Je vous propose de regarder ce que les uns et les autres avaient à dire par rapport à ce match. Et on se retrouve juste après.
عافاك عندي واحد السؤال انا اليوم، واش اوسيمان دخل يلعب ولا ما دخلش يلعب؟ سيمانه حنايا كيقولوا لنا اوسيمان كان خصهم يدخلوا يلعب، مسكين ما دخلش. اجواء خياليه ان شاء الله. انا واخا مريض ولكن جيت وغوت وهانيه، مره واحده نعيشوا هادشي في حياتنا وديما مغرب الشباب. بابا وزعنا الشرف الجاره ديالنا. السلام عليكم، جيت من مراكش اليوم. هذاك الشيء تاع فاف كله دخلنا الحمد لله فاف كله. تحيه لي فولونتير كاملين من هذا المنبر هذا. Franchement, c'était un match époustouflant. Vraiment, les Lions, ils étaient des Lions d'Atlas. Ils ont mis vraiment à la hauteur tous les Marocains. En tout cas, c'était un match extraordinaire. C'est jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Et les pénalités, Bono était vraiment en forme. Heureusement qu'il est là, comme à chaque fois. À Qatar, il était là pour nous. Et là c'est pour cette demi-finale magnifique, Inch'Allah, pour la finale. En tout cas, dommage, il n'y avait pas pénalité premier mi-temps, mais en tout cas, ils étaient incroyables. Ils ont réussi à tenir tête à une équipe aussi forte, aussi nigérienne. Merci beaucoup pour en tout cas, Allah, ça Donc voilà quelques réactions d'après-match des supporters qui ont eu la chance de suivre ce match et ce moment Alors, historique il y a pour le aussi football autre chose. national. Attends, je donne la parole. Mais moi, ce que je retiens, parce que ça c'est revenu dans la bouche de plusieurs supporters, c'est bon, Osimhen, il est haut, on l'a pas vu, parce que c'est vrai que depuis le début de la CAN, c'est l'attaquant phare et celui qui domine toutes les défenses face auxquelles il a pu jouer. Et aussi la petite dédicace adressée El Jiren, c'est revenu dans la bouche de deux supporters et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur certaines accusations fallacieuses. Donc, qu'est-ce que vous dites par rapport à ces réactions? Est-ce que c'est bon enfant? C'est la joie Et d'une c'est- qualification Il y historique? a un spectacle. Dans le spectacle, on n'en parle pas assez. Il faudrait peut-être faire plusieurs émissions, analyser ça, cette capacité des Marocains à déployer un humour Ouais. aussi fin, aussi régulier, aussi tuant de rire. Je n'ai jamais regardé autant de vidéos, même à l'époque de Qatar, autant de vidéos. Alors, il y en a un qui a dit sur le match Algérie-Nigeria: اش تغشوا لكم ولا الفار ولا ما داروش ولا كذا وهذاك البيت الثاني دخل عليكم حتى الوهران quand l'attaquant était en face de Oui, c'est vrai. C'est دخل vrai عليكم qu'il y حتى a الوهران. Trouver des choses comme ça et tout le monde واحد تينسيك في الآخر sur l'humour. Il y a une créativité, il y a une innovation, il y a une imagination. On dirait que d'ailleurs, même pendant le triste souvenir, celui du séisme de l'Haouz, Mmh. on n'était pas encore, on était tous encore en train de trembler des répliques du séisme, qu'il y avait déjà des trucs qui commençaient à sortir, des vidéos, des montages, des montages de deepfake aussi. Et là, avec cette canne, avec tout le stress, Mmh. et on prend encore le temps de s'amuser et de rigoler. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit mon concitoyen, le Marrakchi, sur le Doliprane. On disait, mais ils sont là, en plus, ils sont serviables. Donc tout est bien. Tout est bien. Et cela nous amène à la finale face au Sénégal. Donc ça sera une confrontation avec nos frères sénégalais. Je pense sincèrement que c'est la meilleure affiche qu'on aurait pu avoir pour cette finale. C'est les deux premières nations africaines au classement FIFA en tout cas. C'est le premier contre le deuxième. Sincèrement, la logique du foot a été respectée pendant cette CAN, ce qui n'a pas toujours été le cas pendant les précédentes éditions. Donc si on se projette vers cette CAN et cette affiche, Maroc-Sénégal, bon, pronostic, c'est on espère tous une victoire du Maroc, bien évidemment, mais comment vous sentez ce match? Est-ce que ça sera aussi tendu, aussi dur physiquement que face au Sénégal? Ou est-ce que, étant donné que ce sont deux équipes qui font du bon jeu et qui n'hésitent pas à prendre l'initiative pour la construction des actions, on aura peut-être du beau spectacle et un match différent du match face au Nigeria? Ah, Omar. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les 2 meilleures équipes, africaines en termes de jeu sont arrivées en finale, ce qui veut dire que c'est le résultat logique d'un processus de construction footballistique et en même temps, on a la chance à ce que ces 2 équipes, par rapport à leur profondeur, populaire et même historique, sont et religieuse et politique et tout le reste sont, fraternisent. C'est-à-dire que si c'était pas le Maroc devant le Sénégal, je pense que le public marocain allait de toute façon soutenir le Sénégal. Aujourd'hui, bien évidemment, on est derrière les Lions de l'Atlas, mais en tout cas, il y aura
sera une très, très belle affiche en matière de fraternisation, populaire entre le public sénégalais et le public marocain et quelque part la coupe restera à domicile, quel que soit le résultat. Inch'Allah. Aziz, une projection vers cette finale, qu'est-ce que tu en attends, au-delà de la victoire finale des Lions de l'Atlas? Il peut y avoir, à mon sens, rien d'autre que la victoire parce que tout le monde est sous pression, aussi bien les Sénégalais que les Marocains. Mais bon, à un moment, les Sénégalais vont comprendre que les Marocains ne peuvent pas perdre ce match, pas après avoir fait ce parcours, pas après avoir tout fait pour réussir cette CAN et qui réussiront cette CAN et qui réussiront ce match et que la finale, que la coupe restera ici. Pour le public merveilleux, encore une fois, les 65 000 personnes seront là, encore une fois, pour encourager les nôtres et pour siffler et huer les autres, sauf que cette fois, ils vont encourager et soutenir bruyamment les Marocains et ils vont siffler poliment et amicalement nos amis sénégalais, nos frères Oui, sénégalais. c'est de bonne guerre, c'est de bonne C'est guerre, de bonne, de bonne guerre. c'est de bonne guerre. Maroc-Sénégal, c'est donc l'affiche de cette finale qu'on peut voir d'ailleurs à l'écran. Ce sera dimanche prochain à C'est partir vrai. de 20h au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. Et on espère sincèrement que dimanche prochain, aux alentours de 22h, allez, s'il y a des prolongations et séances de tir au but, vers 23h minuit, on sera dans les rues de Casa, Rabat, Tanger, Agadir, Marrakech pour célébrer un deuxième sacre qui nous fuit depuis près d'un demi-siècle maintenant. On referme cette page sport et cette page Cannes 2025, puisque l'actualité n'est pas que sportive, elle est aussi politique, et sociale, sociétale. Nous allons parler de l'actualité politique majeure de ces derniers jours. C'est cette annonce faite par Aziz Akhnouch de ne pas briguer un deuxième mandat à la tête du parti du RNI. Mais ce sera dans un instant. Nous allons parler des avocats puisque la polémique enfle. Il n'y a que des polémiques en ce moment. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de polémique par rapport à la victoire finale des Lions de l'Atlas pendant la CAN, mais il y a une polémique concernant un projet de loi, le projet de loi 66-23 relatif à la profession d'avocat. C'est la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, Omar Benjeloun. Les robes noires sont vent debout depuis plusieurs jours maintenant contre le texte porté et défendu par le ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi. Le mouvement de protestation annoncé par l'Association des barreaux du Maroc, à laquelle vous appartenez le 9 janvier dernier, au lendemain de l'adoption du texte en Conseil de gouvernement, se poursuit d'ailleurs aujourd'hui, ce jeudi 15 janvier. L'association a annoncé 6 jours de grève à partir de ce jeudi. Le programme de cette grève est le suivant. Donc, c'est les jeudi 15, vendredi 16 janvier, mardi 20 et mercredi 21 janvier, et puis mercredi 28 et jeudi 29 janvier. Alors, pourquoi une telle défiance de la part des robes noires vis-à-vis de cette réforme voulue, défendue et portée par le ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi? Que contient concrètement ce texte de loi 66-23? C'est l'objet de la rubrique dans le texte préparé par Jihan Zien. Je vous propose de regarder cette séquence. On se retrouve juste après. Le texte qui suscite la colère des avocats vise à réviser la loi 2808 qui encadre leur profession depuis 17 ans. Les robes noires s'opposent à plusieurs articles de la réforme voulue par le ministère de la Justice. Cette réforme prévoit dans ses articles 5, 6 et 7 de nouvelles conditions d'accès à la profession. Les nouvelles dispositions prévues par la loi imposent un concours sélectif, la création d'un institut de formation et un stage obligatoire de 2 ans. 20 mois en cabinet et 4 mois au sein d'une administration en lien avec la profession d'avocat, institution publique ou entreprise privée. Une des dispositions dénoncées par les avocats concerne les articles 26 et suivants qui instaurent la possibilité de conclure un acte de coopération entre un avocat exerçant au Maroc et un avocat étranger ou une société professionnelle d'avocats étrangères. Pour les robes noires, cette option facilite l'accès à la profession pour les avocats étrangers. Une autre disposition suscite également la colère des avocats. Il s'agit de celle prévue par l'article 35, également liée à l'exercice de la profession par des étrangers. Selon cet article, le ministère de la Justice peut autoriser à titre exceptionnel des cabinets étrangers non autorisés à exercer au Maroc, à condition que ces cabinets soient liés par contrat à une société étrangère menant un projet d'investissement au Maroc. D'autres critiques concernent le transfert de certaines compétences des conseils de l'ordre à des organes officiels extérieurs
et l'obligation faite aux bâtonniers ou au Conseil de l'ordre de notifier le ministère de la Justice de plusieurs décisions, ce qui est perçu comme une atteinte à l'indépendance des avocats. Les bâtonniers membres de l'ABAM menacent de démissionner collectivement pour protester contre ce qu'ils estiment être une atteinte aux droits fondamentaux et contre l'absence de dialogue. Concernant la représentativité de la profession, le projet de loi introduit une autre nouveauté à travers ses articles 115 et suivants. Il s'agit de la création du Conseil des ordres des avocats, regroupant l'ensemble des ordres du royaume, et est appelé à devenir le seul représentant des robes noires auprès des autorités et des administrations. Le projet de loi prévoit par ailleurs de limiter la durée du mandat du bâtonnier à un seul mandat non renouvelable, d'assurer une représentation féminine au sein des conseils des ordres d'avocats et d'accorder au procureur général du roi, près la cour d'appel, un droit de recours en cas de classement d'un dossier disciplinaire concernant un avocat. Cette dernière disposition est perçue par les robes noires comme une atteinte à l'indépendance de la profession. Enfin, l'obligation de régler tout honoraire supérieur à 10 000 dirhams par chèque ou par voie électronique est critiquée, car selon les avocats, une partie importante de la population ne dispose pas de compte bancaire, ce qui rend cette mesure difficilement applicable et socialement déconnectée de la réalité. Ah, donc c'était le sujet préparé par Jihan Zien. Alors avant de revenir, Omar Benjelloun, en détail sur les articles de ce texte de loi qui pose problème, donc, déjà une petite précision, j'ai dit tout à l'heure le projet de loi 66-23, c'est le projet de loi 66-28, on est bien d'accord. Bon. Avant de revenir en détail sur les articles... C'est 23, c'est 23. Non, c'est 28. 66-28. L'essentiel, ce n'est pas la numérotation, on peut y aller. Bref, c'est le Ne projet de vous loi inquiétez pas. qui organise l'exercice de la profession. Avant de revenir en détail sur les articles qui posent problème et avoir le son de cloche justement de l'Association des barreaux du Maroc que vous représentez aujourd'hui, d'abord d'une manière globale, pourquoi cette réforme qui est présentée en tout cas par le ministère de tutelle comme une modernisation nécessaire de la profession d'avocat? Je rappelle que le texte qui régit aujourd'hui la profession date de 17 ans. Ça fait 17 ans qu'on est régi par le même texte de loi. Pourquoi cette réforme voulue par le ministère suscite une telle contestation massive de la part de la profession que vous représentez aujourd'hui? C'est en fait, c'est très simple, Sihadi. C'est que, derrière le slogan de la modernisation, il y a un assassinat d'un pouvoir d'équilibre qui est mis et placé entre les mains des citoyens, des institutions, des entreprises, des associations. C'est-à-dire qu'il y a un coût donné au pouvoir d'influence de la défense à l'intérieur de ce qu'on appelle un procès équitable. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez construire la vérité, vous allez déterminer des responsabilités, vous allez aider et participer au fait de dire le droit par un pouvoir d'injonction qui est le pouvoir judiciaire, où vous allez éventuellement parer et freiner l'abus de pouvoir du pouvoir exécutif, le pouvoir de défense ou le pouvoir des avocats a été imaginé par l'État, par les constitutionnalistes, à ce qu'il soit un pouvoir d'influence et d'équilibre par rapport au pouvoir d'injonction. Ce qui s'est passé avec cette loi, derrière le slogan, le faux slogan de la modernisation, c'est qu'en fait, il y a eu une cassure et un déséquilibre de ce pouvoir d'influence par rapport au pouvoir d'injonction. Les détails vont nous expliquer ce que je viens de dire, notamment au sein d'un procès pénal. Le procès pénal, c'est les libertés des citoyennes et des citoyens. Ce sont des heures, des semaines, des mois, des années de prison qui sont en jeu par rapport au fait à ce que l'ordre public intervienne pour justement punir, pour sanctionner, afin de réguler des agissements sociaux. Eh bien, cela entraîne des injustices. Donc nous sommes en train de réfléchir, de penser, de réguler un domaine extrêmement sensible et philosophique qu'est la justice. Lorsque vous n'avez plus le droit d'être défendu, lorsque votre droit à la défense n'est plus doté de 2 grands principes fondamentaux que sont l'immunité et l'indépendance devant le pouvoir d'injonction qui est en face de vous, eh bien, c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Et quand on parle de porte ouverte à l'arbitraire, c'est la porte ouverte à l'instabilité constitutionnelle. Mmh. Parce que, tout simplement, les citoyennes et les citoyens, les institutions, les associations et même les entreprises, s'ils manquent de confiance,
vis-à-vis de l'institution judiciaire, eh bien, tout simplement, ils iront se faire justice eux-mêmes. Alors, en Donc bon le avocat bras de que la vous êtes, défense non, vous maniez très très bien les mots et l'art oratoire, c'est la base pour tout avocat, mais la parole doit qui est circuler. Alors, j'aimerais juste. Plaideur, c'est un Oui, plaideur, oui, il plaide sa cause. oui, oui, bien La sûr, mais cause la de sa parole doit cause. circuler. sur des bases de conviction. Absolument. Non, mais je dis ça, je vous interromps volontairement pour que la parole circule et pour donner la parole également à Aziz par rapport globalement à cette opposition, à cette polémique autour de ce projet de loi. Qu'est-ce que tu en penses avant de rentrer dans les articles qui posent problème et de poser des questions directement à Omar En fait, ce Bencheikh? qui pose problème dans cette histoire, je pense encore une fois que c'est la personnalité du ministre de la Justice, qui est un homme politique audacieux. On ne peut pas lui retirer ça, on ne peut pas lui enlever ça. Il a le courage de ses opinions, de dire ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire. Le problème, c'est cette forme d'arrogance qui peut se dégager de ses agissements. Et ça a commencé depuis qu'il est en poste. Depuis l'histoire des chaussettes, de Sinistre de Noir. Je connais les couleurs des chaussettes, on se rappelle tous de ça. En passant par la question du concours d'accès à la profession d'avocat, qui a été. On se rappelle qu'il y a eu un ensemble de manifestations, des écrits, tout le monde en avait parlé. Il a fallu à la fin qu'il soit désavoué par une institution constitutionnelle, qui est le médiateur, je pense, pour le Absolument. normal. Il y a eu cette question de code de procédure pénale qui est absolument injustifiable, mais qui est passée sur ces fameux articles 3 et 7 qui brident le droit des associations à ester en justice contre des élus indélicats. Les explications ne valent pas. Et on peut ne pas être d'accord. On peut avoir de la divergence et des écarts d'opinion. Mais tout est dans la manière. Il reste la manière, comme le disait si bien Jacques Brel, oui, puis il y a la manière et de faire ces choses-là. Écoutez, parmi les choses que je pense, et encore une fois sur le contre-réseau de Maître Djeloub, parmi les choses qui donnent aussi de l'urticaire à nos amis avocats, c'est que ça a été fait sans sans participation, véritable participation. On va demander aux gens du ministère, ils disent, oui, mais bon, ben, les avocats ne sont pas d'accord entre eux. Oui, mais l'une des raisons pour laquelle ils recommandent qu'il n'y ait qu'un seul conseil, etc., c'est parce qu'il y a plusieurs conseils, il y a plusieurs instances, il y a plusieurs avis, il y a plusieurs intérêts, il y a plusieurs, et donc bah, finalement, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc finalement, le projet peut être discuté comme tous les projets qu'on peut mettre sur une table, à partir du moment où l'une des parties, parce que discuter, il y a dit, ça veut dire deux, il faut être deux pour discuter. Absolument. À partir du moment où les avocats sont énervés et où le ministère est buté, on arrive à une impasse. Tu dis un élément qui est très intéressant, qui, à mon sens, est central sur ce sujet, c'est l'approche participative ou non participative, en l'occurrence, dénoncée par les avocats. Et je me pose la question de savoir si le problème, au fond, ce n'est pas tant les articles de ce projet de loi que l'approche qui a été menée par le ministère. Je prends un exemple. Les articles 5, 6 et 7 qui introduisent un concours sélectif. Donc, comment dire, les paramètres qui permettent aux uns et aux autres d'accéder à la profession. Un concours sélectif, un institut de formation et un stage de 2 ans. Bon, dit comme ça, il n'y a rien de choquant ou d'intriguant. Alors, sur le principe, est-ce que c'est réellement problématique, ce que je viens d'énoncer là, ou est-ce que c'est la manière ou l'approche qui est celle du ministère ou du ministre directement, qui fait que vous, aujourd'hui, vous êtes vent debout contre ce projet de loi dans sa globalité? Alors effectivement, vous avez parlé du fait que je sois un bon plaideur. Je vous remercie pour ce compliment qui m'honore. C'est pas un compliment, c'est juste C'est Constat. un constat, bon, une description, objective, d'un avocat je qui fait vous en son métier. je vous en remercie. Tout avocat sait, même, en stage, c'est que lorsque on ne réussit pas la forme, on ne peut pas plaider le fond. C'est-à-dire les jugements jugent d'abord l'acceptation d'un procès sur la forme avant d'aller traiter le fond. Vous avez parlé de la démarche participative. Laissez-moi 30 secondes pour dire comment a opéré le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a créé un draft sur la loi régulant la profession d'avocat. Il a demandé au président de la BAN de garder ce draft chez lui, sous scellé et sous séquestre, et de ne pas le divulguer parmi les 17 bâtonniers, parmi les 17 conseils de l'ordre, sans parler des assemblées générales. Le total fait 19 000 avocats. C'est une loi qui les concerne, c'est la constitution du pouvoir de défense, c'est le texte constitutionnel du pouvoir de défense, qui encore une fois est un pouvoir d'équilibre par rapport au pouvoir d'injonction, que le ministère
en infraction à la Constitution, parce que la démocratie participative dont vous avez parlé effectivement est un dispositif au sein du texte constitutionnel, a été complètement bafoué par le fait de demander à la présidence de la BAM, sous prétexte qu'il y aurait divulgation et sous prétexte qu'il y a une négociation article par article et donc pour ne pas embrouiller, jusqu'à ce qu'on arrive, c'est le propos du ministère de la Justice, du ministre de la Justice lui-même, pour qu'on arrive à un texte final, à un accord final, et une fois arrivé à ce texte final, eh bien, il va paraître au conseil de gouvernement et donc mis à la disposition des avocats pour qu'il soit discuté. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que ce processus a été respecté. Il y a eu des voix au sein de l'Association des barreaux du Maroc qui ont été contre ce processus, disant: «Attention, méfiez-vous», parce que comme l'a rappelé, mon ami Aziz Bousta, attention, on a pratiqué ce ministère depuis son avènement en 2021. La confiance n'est pas au rendez-vous. Que veut que veut-on dire par ce secret mis autour d'une Oui, mais moi, loi qui finalement pardon, moi je vais faire l'avocat du ministère, sur ce point, parce que ce que vous reprochez au ministère, c'est d'avoir demandé au président de la BAM de, garder, sous scellé, si j'ose dire, non, justement, le texte. Non, je mais suis je à la suis obligé limite, de finir mon idée, oui, mais je vous ai terminé, mais je termine aussi mon oui, propos. comme ça on À comprend. la limite, si vous deviez, pointer du doigt quelqu'un, c'est le président de la BAM qui a accepté de ne pas divulguer le contenu, de ce texte avec, l'ensemble des avocats. Puisque le ministère de la Justice s'adresse aux représentants des, Au avocats. stade. Non, mais c'est la vérité. Moi, le ministère n'a pas besoin, d'un Je suis d'accord avocat avec qui vous. s'appelle Adil Abdali, mais Je suis d'accord avec vous, quitte à pointer du doigt, je suis de d'accord avec vous. quelqu'un. Je suis d'accord avec vous et même en même temps, je rebondis sur la remarque, de Sir Aziz. Ne vous inquiétez pas que le débat interne au sein de la profession, d'ailleurs, je suis l'un des rares qui se sont opposés effectivement à la méthode au sein du bureau exécutif, de la BAM, mais entre nous, de manière, déontologique, on plaide la bonne foi entre nous. Mais l'essentiel, c'est comment est-ce qu'un pouvoir, encore une fois constitutionnel, va imposer, en infraction à la démarche participative, le secret sur une loi qui normalement Bah, il est une impose pas loi, en l'occurrence, pardon, il impose pas, hein. mais il l'a Le imposé. président de la BAM n'avait Il aucune obligation de se soumettre, à la volonté du ministère de la Justice. malheureusement, il l'a imposé par rapport à ses moyens, gouvernementaux. Il a su comment l'imposer. Effectivement, nous endossons, ou en tout cas ceux qui ont pris ce chemin endossent une part de responsabilité, je suis d'accord avec vous. Bah, ça Mais me fait plaisir de vous l'entendre maintenant dire. le maillon qui est extrêmement, dangereux, c'est que le gouvernement va déférer une version de ce projet de loi qui est contraire et antinomique avec la version qui a été, consentie par la BAM et le gouvernement. C'est ce qu'on appelle en droit pénal un abus de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, nous nous sommes mis d'accord sur un dispositif d'après la présidence de la BAM, mais le gouvernement a déféré un autre draft c'est un coup d'État Mmh. législatif. C'est-à-dire, il y a une remise en question d'un accord déclaré entre les 2 parties, ce qui est absolument, condamnable. Donc maintenant, nous nous retrouvons avec les dispositions qui sont contestables par, les différents acteurs et ces dispositions sont malheureusement anticonstitutionnelles et dangereuses pour la séparation et les équilibres des pouvoirs constitutionnels vis-à-vis du pouvoir judiciaire et vis-à-vis du pouvoir exécutif. Ouais, J'ai une remarque, mais j'ai peur de mettre un peu trop les pieds dans le plat en m'adressant à l'ensemble des avocats. Qui suis-je pour le faire? Mais je vais le faire quand même. Ne vous êtes-vous pas fait avoir quelque part? Oui, Dans le sens où quand un ministre parle à des avocats, donc à une corporation, il y a des discussions, il y a des PV, il y a des écrits. Et donc vous avez utilisé des termes très forts: abus de confiance, manque de confiance, coup d'état, législatif. C'est très grave.
vous pourriez théoriquement prouver ça avec des PV. Voilà ce qu'on s'est dit à la réunion où était présent flan, 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 flan. Voilà ce qu'on a décidé, voilà ce qui a été fait. C'est pas, vous pouvez peut-être même aller devant un tribunal administratif. Je ne sais pas comment ça se passe, ce genre de choses. Mais là, on est devant un avocat rompu aux techniques d'avocat, puisqu'il a quelques dizaines d'années d'exercice, face à des avocats encore plus rompus parce que c'est collectif, et qui se retrouvent en train de, je dirais, allez, on va dire le terme, même s'il est un peu fort, en train de gémir sur quelque chose qui a été, où on les a placés devant le fait accompli, finalement. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, Tout à fait. quelque part, de montrer, de prouver à l'opinion publique que nous sommes, voilà ce qui a été dit entre les avocats et Maître Abdel Fouebi, voilà ce qui a été proposé en conseil de gouvernement, nous refusons et voilà pourquoi. Est-ce que c'est possible de faire Omar ça? Benjeloun. Alors, ce que vous venez de dire, monsieur Bousta, mon cher ami, ne vous inquiétez pas, ça a été dit à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des barreaux du Maroc qui s'est tenue le 3 janvier, c'est-à-dire en pleine fête de fin d'année, le 3 janvier, à titre exceptionnel, à Marrakech. Toute la profession, les 265 membres du Conseil de l'ordre, qui est le parlement de la profession, a dit sur une centaine d'interventions exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une conscience collective au sein de la profession qui dénonce éventuellement cette méthode et qui dénonce l'acceptation de cette méthode. Mais soyons quelque part justes, vu que nous traitons la question de la justice, c'est que nos bâtonnier, en tout cas la présidence de la BAM, a péché par un excès de bonne foi. En tout cas, la bonne foi est là. Pourquoi? Parce que nous croyons en nos institutions. Nous croyons en la légitimité de nos institutions. Jamais nous avons, de l'histoire du Maroc, et je vous renvoie à la loi de 2008 où le défunt Maître Bouzouba a été ministre de la Justice. Et je vous renvoie à sa défense de la loi de 2008 au sein du Parlement. Comment est-ce que les institutions défendent l'équilibre des pouvoirs et la profession d'avocat? Parce que la profession d'avocat a quand même été à l'avant-garde de l'indépendance du Maroc. Quand on parle du bâtonnier Boustal, Allah yarhamou, quand on parle du bâtonnier Ibn Ammar, quand on parle d'Abdrahim Bouhabid, quand on parle de Omar Benjeloun, quand on parle de ces fondateurs de la profession de défense qui ont milité pour l'indépendance du Maroc, pour la démocratie au Maroc, pour les droits humains au Maroc, Juste une petite jamais, précision pour, jamais. pour ceux qui nous regardent, quand vous parlez de Omar Benjeloun, vous ne parlez pas de vous à la troisième personne. Je parle de Omar Benjeloun, le premier du nom, comme je parle du bâtonnier Bousta, premier du Seulement, nom, mais qui est, parce que qui est certains peuvent, Bousta. mal Non, je ne parle comprendre pas et de moi. penser Non, que non, je parle des quand fondateurs. vous parlez à la troisième Je n'ai personne. pas milité pour l'indépendance du Maroc, malheureusement. Peut-être si j'étais né à l'époque, je serais parmi enrôlés au sein du moment de l'indépendance. Mais pour dire que jamais nous avons vécu un manque de respect vis-à-vis du pouvoir de la défense, et on l'a vu depuis l'avènement de ce gouvernement, depuis l'avènement de ce ministre qui malheureusement est issu de nos rangs. Quel agenda sert-il pour déséquilibrer le procès équitable, pour créer cette instabilité constitutionnelle, pour justement enlever un outil démocratique et d'équilibre et de défense de la population et du peuple marocain vis-à-vis du pouvoir d'injonction? Vous savez, le roi Hassan II, quand on lui avait posé la question: «Qu'est-ce que vous vouliez éventuellement devenir si vous n'étiez pas roi?» Il a dit: «J'aurais voulu être avocat». Il a donné ses instructions à ce que les accusés des coups d'État de 72 aient un procès équitable. Qui était parmi leurs avocats? Son premier conseiller qui était Ahmed Reda Gdira. Voilà une haute idée de ce qu'est un procès équitable. Aujourd'hui, nous avons devant nous des profondeurs institutionnelles Hmm. qui s'expriment par un ministre de la Justice pour tuer cet outil historique qu'est la défense à travers un génocide législatif, et cela ne passera pas. Les mots sont forts, hein, génocide Oui, tout à fait. législatif, les mots sont très très forts. Malheureusement, le temps passe très très vite. On n'aura pas le temps d'aborder tous les articles point par point. Je pense que le sujet qu'on a regardé et visionné en préambule de cette séquence résume assez bien les articles importants qui poseraient problème. Maintenant, ce qui est intéressant, et ça sera ma dernière question, c'est quelle sortie de crise à cette crise? Bon, vous annoncez 6 jours de grève à partir de ce jeudi 15 janvier.
il y a une actualité qui va à l'encontre des intérêts des avocats, en tout cas de leur approche en matière de grève. Là, je reprends une information donnée par mon confrère Abdelali Hurri, journaliste à Média 24, et qui nous informe que la Cour de cassation, saisie par le ministère public, est revenue sur une décision qui reconnaissait un effet juridique aux grèves des avocats. Concrètement, tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus haute juridiction affirme désormais qu'un mot d'ordre du barreau, en l'occurrence une grève, ne peut ni bloquer une audience, ni fonder un recours en cassation. Autrement dit, l'effet de la grève, qui est de paralyser le travail de la justice, est caduque. Déjà, on ne fait pas grève, on n'est pas ouvrier. On appelle à la cessation d'une mission universelle qui est la mission de défense. Vous Après, faites on peut grève, se après vous pouvez jouer sur les mots, mais vous faites grève, vous ne non, travaillez pas. ça n'a pas les mêmes implications juridiques. Ça n'a pas les mêmes implications juridiques, ce n'est pas les mêmes escalités, ce n'est pas les mêmes intérêts. C'est-à-dire quand je Ah, cesse, c'est comme un médecin qui va cesser éventuellement les applications sont d'apporter un service public qui est le service public de la santé. Mais l'objectif, c'est de Oui. bloquer le travail de la Et justice si pour ça reste un montrer son jugement, ça mécontentement. reste un jugement comme le précédent qui sont contradictoires et devant la contradiction, il y a l'annulation des 2. Après, il y a des procédures de rétractation, il y a des procédures constitutionnelles que les avocats peuvent éventuellement saisir. Maintenant, si justement il y a un manque de respect vis-à-vis de la défense et que la Cour de cassation, sur instruction de je ne sais qui, a accéléré un processus d'annulation d'une jurisprudence qui est en faveur de la raison et qui est en faveur de la Constitution dans le cadre d'une perspective autoritariste pour justement, encore une fois, affaiblir le pouvoir de la défense, c'est un exercice d'intelligence qui est médiocre parce que de toute façon, il n'y a que la sagesse et la raison qui dureront. La Constitution est là, les méthodes et les procédures judiciaires sont là et peuvent être éventuellement manipulées, à aussi bien au niveau national qu'international, il faudra faire attention et que, avoir une petite victoire autoritaire sur un pouvoir qui équilibre ne sert pas les intérêts de la Alors, la nation. sortie de crise, parce que c'était ça La ma sortie dernière de question. crise, Qu'est-ce que la vous for demandez concrètement au niveau de la BAM? Le alors retrait pur et simple du texte? l'actualité qui a freiné l'enchère en matière d'action militante, c'est la Coupe d'Afrique. Parce que nous avons une haute idée de notre pays. Ah, c'est pour ça que vous maintenez votre mouvement de C'est grève pour ça aujourd'hui, qu'on est plus ou moins au lendemain d'une victoire en qu'on est demi-finale non, 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 de la non, CAN? non, non, c'est pour cela qu'on n'a pas appelé à des manifestations nationales et à un arrêt définitif, à une marche nationale à Rabat ou à Casablanca. Il y a c'est pas 2 ou 3 jours de grève qui font pression parce que on attend justement à ce que cette belle initiative de la Coupe d'Afrique et cette communion nationale autour de ce bel événement, puisse finir et justement, comment est-ce que ce gouvernement a pu provoquer cette crise avec le pouvoir de défense en plein milieu de Coupe d'Afrique? Nous ne Donc, sommes pas aussi que vous nous nous ne sommes annoncez, pas nous ne ce que, sommes pas ce que vous aussi nous cavaliers annoncez que ce concrètement gouvernement. aujourd'hui, c'est qu'après la victoire, Inch'Allah, du Maroc en finale face au Sénégal Inch'Allah. dimanche prochain, on aura peut-être des manifestations, des Peut-être, sittings, moi des robes j'en a noires. peut-être le Maroc n'a pas besoin de cette loi. Mm. Au contraire, cette loi n'est pas un acte de modernisation, mais c'est un acte de sous-développement constitutionnel qui est contraire au texte constitutionnel de 2011, qui va priver le peuple marocain, les entreprises marocaines, les institutions marocaines, les associations marocaines d'un pouvoir de défense. Le gouvernement devrait se rendre à l'évidence du retrait de ce projet de loi, C'est tout ce que vous demandez, le retrait du le texte. retrait Ni, parce ni qu'il n'y a renégociation, pas ni réécriture du il texte. n'y a Ça- pas, pour ma part, les conditions idoines, d'abord, de la mise en place d'un texte pareil, parce que le Maroc n'en a pas besoin, et secondo, de par le manque de confiance totale entre le ministère et les robes noires, je pense qu'on devra attendre à ce qu'il y ait une nouvelle équipe gouvernementale. Aziz, pour conclure cette séquence, j'aimerais avoir ton avis par rapport à ce que vient de dire à l'instant Amar Benjelloun. On veut le retrait du texte et rien d'autre. Comme c'est leur droit de demander, c'est tout à fait leur droit. Moi, j'ai une remarque. On n'en a pas beaucoup parlé dans ce débat. Je ne vais pas ouvrir le débat là-dessus, Adil, mais c'est quand même important. Nous sommes en novembre 2021. Abdelkader Fouabi, à 3 semaines de ministère derrière lui, il a dit que 95% des avocats nous payent 10 000 dirhams d'impôts par an. Il y a une partie de cette loi qui concerne tout ce qui est la gestion et tout ce qui est donc la régularité fiscale de cette profession. Des chiffres effarants sortent, très peu d'avocats payent leurs impôts. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui fait mal
et dont on ne parle pas parce que c'est un peu gênant et dérangeant. Pour quelqu'un qui défend la loi, qui défend la veuve et l'orphelin, qui ne paye pas ses impôts, on peut se poser des questions et on retrouve un peu ça aussi dans d'autres professions. Et pour compléter ta question, et merci de me l'avoir J'allais rappelé, te parce laisser que répondre. oui, non, mais je vais vous donner la parole. Est-ce que tu laisses? Non, non, parce que là, Aziz a relancé le débat sur un sujet que je voulais aborder, que j'ai oublié, qui est C'était très ça mon important. intention. Et je voulais, non, mais je voulais avoir également l'avis de l'avocat que vous êtes, du membre de la BAM que vous êtes. C'est vrai il y a de la symbolique. Abdelatif oui parlait de 10 000 dirhams comme montant payé comme impôt par les avocats. Et c'est le même montant dans ce projet de loi au-dessus duquel les paiements doivent être faits d'une manière traçable, électronique, chèque, etc. Ce à quoi les avocats s'opposent j'allais dire en prétextant, mais en expliquant que c'est une mesure qui est déconnectée de la réalité, que les Marocains, tous les Marocains n'ont pas un chéquier, n'ont pas un moyen de paiement électronique, n'ont pas un compte bancaire. Pardon, hein, mais si je me fais encore une fois l'avocat du diable ou l'avocat du ministère en l'occurrence, D'accord. J'élite pour ça. c'est pas c'est l'argument qui est avancé qui consiste à dire que dès que les Marocains n'ont pas les moyens de paiement, traçables, moi j'y vois plus une volonté de la profession ou de certains membres de la profession de bien vouloir, cacher, masquer, leurs, revenus ou, les honoraires qu'ils pratiquent. Bon, j'espère que vous allez me laisser, Bah, je l'essaie, j'ai posé une question et je donne les laisser arguments. réagir. Donc je vais commencer par la fin, c'est-à-dire par ce qu'a dit, Adil. Les avocats, dans leur, traitement du contenu de ce texte qui vient de paraître à partir du 15 décembre suite à une année de secret, pardon, mais ne s'opposent pas à cette, question de traçabilité. Cela ne figure nulle part, ni dans nos communiqués, ni dans nos débats, ni dans nos conférences. Donc je ne vois pas pourquoi le ministère va, diluer. Bah, j'ai fait comprendre que la BAM expliquait que c'est une mesure qui est déconnectée de la réalité des Marocains. Non, Mais non, si vous non, me ça dites que doit c'est pas le cas, non, non, ça doit être un c'est propos bon. du ministère de la Justice pour justement nous mettre Ah non, mais je vous fais en confiance, vous êtes membre de la BAM. nous Si mettre vous me en dites que c'est une porte-à-faux. disposition qui ne vous Non, pose c'est pas pas de contre vous, problème. parce que je sais d'où vient ce type de rumeur. Il y a une tentative, de toute façon, c'est de bonne guerre. Il y a une tentative du gouvernement de nous mettre dos à dos avec les citoyens, ce qui n'est absolument pas faisable, parce que ce que nous défendons aujourd'hui, encore une fois, c'est le pouvoir de défense qui est mis entre les mains des citoyens, vous et moi et les institutions. Je reviens à la question fiscale. D'abord, moi, je pose une question. Est-ce que le cabinet de Maître Abdeltek Ouebi, en tant qu'avocat, paye ses impôts? Il faudra qu'on vérifie. Il On va faudra que le demander à ministère des l'administration Finances fiscale il faudra que s'ils veulent donner. l'administration fiscale nous réponde à cette question, premièrement. Deuxièmement, moi je ne pense pas que le ministre de la Justice soit justement un ministre des Finances. Il n'a pas les qualités de traiter la question de la fiscalité. La question de la fiscalité est traitée par le ministère des Finances, ministère du Budget, enfin tout le pôle financier de ce gouvernement, le ministère de la Justice. Nous n'avons jamais vu un ministre de la Justice, un ministère de la Justice, un garde des Sceaux traiter de la question fiscale, qu'elle soit chez les avocats, chez les journalistes, chez les médecins, chez les adouls, personne n'en a jamais parlé. Pourquoi cette offensive symbolique, cette diffamation institutionnelle contre ce pouvoir, ce qu'ils ont fait vis-à-vis des professeurs, vis-à-vis des journalistes, veut-il le faire vis-à-vis des avocats? Les avocats, s'ils défendent les citoyens, attention, ils sauront se défendre même sur le front, médiatique. Je finis juste pour répondre par Oui, rapport pour à cette conclure, question. oui. Les avocats, comme tous les secteurs, payent leurs impôts. C'est le deuxième contribuable du pays, à travers d'abord les taxes Mmh. judiciaires qui sont payées dans les caisses des tribunaux et ensuite ils payent leurs impôts comme tout le monde. C'est-à-dire que le rapport un peu, on va dire, un peu opaque, d'une certaine partie de la profession, c'est le rapport opaque de tous les secteurs vis-à-vis de la fiscalité Mmh. et partout dans le monde. Les avocats ne sont pas une exception de montages fiscaux, antisocial, par rapport aux autres Je vous professions. ai donné le mot de la fin, on a débordé, mais bon, on avait pas plein de questions C'était passionnant. à poser et la voie et la porte est ouverte justement au ministère de la Justice pour prendre la parole sur ce sujet et on espère sincèrement une prise de parole, pour, justement avoir le son de cloche, du ministère également pour, justement avoir les 2 avis, celui des avocats et celui, du ministère qui défend, ce projet, de loi. En tout cas, merci beaucoup Omar Benjelloun d'avoir accepté notre invitation. Je vous Sachant en que prie, vous merci êtes à vous de vous être docteur en intéressé à droit, ce sujet. avocat au barreau de Merci Rabat, bien. membre de l'association des barreaux,
du Maroc. Merci, à bientôt sur Média 24. Nous, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du 12-13 de Média 24, toujours avec Aziz Boustaï. Nous allons aborder à présent l'actualité politique marquante de ces derniers jours au Maroc. C'est évidemment cette annonce du chef du gouvernement et accessoirement président du Rassemblement national des indépendants, pardon, Ali Zarnouch, qui a donc annoncé son intention de ne pas briguer un troisième mandat à la tête du parti. Le RNI qui entre donc dans une séquence politique décisive. Dimanche 11 janvier précisément, Ali Zarnouch a annoncé qu'il ne briguera pas un troisième mandat à la tête du parti, mettant fin à 10 années de leadership partisan entamé en 2016. Une décision entérinée par le bureau politique après des réticences initiales. Les statuts du parti sont clairs. La présidence est limitée à 2 mandats, mais au-delà du respect formel des règles internes, le timing interpelle les uns et les autres. Cette annonce vient à un peu moins d'1 an des prochaines législatives de septembre 2026, dans un contexte politique tendu, marqué par l'usure du pouvoir et la pression sociale. Un congrès extraordinaire est prévu le 7 février 2026 à El Jadida, avec une équation à résoudre: choisir un successeur à Aziz Zarnouch, préserver l'unité interne du parti et préparer une campagne électorale sans celui qui incarnait depuis une décennie à la fois l'appareil, la stratégie et la figure électorale du parti. Et la question ne se limite pas à un seul nom, elle interroge aussi et surtout la nature même de ce parti qui est le RNI. Est-ce que c'est un parti qui est devenu un parti institutionnel à part entière, capable de se renouveler, ou une machine politique bien structurée, certes, mais autour d'un seul et même homme, Aziz Akhnouch en l'occurrence? Pourquoi ce dernier choisit-il de passer la main maintenant? Quitte-t-il réellement la politique ou cherche-t-il à organiser sa succession en restant en arrière-plan? Et surtout, quel RNI se présentera devant les électeurs en 2026 sans son architecte électoral principal? Ce sont là des questions que nous allons aborder avec Alice Bousta et c'est l'heure du débat. Alors Aziz, il y a plein de questions à aborder. Bon, je tiens à préciser avant de se donner la parole que nous avons tenté par tous les moyens de donner la parole justement aux principaux concernés, donc les membres du RNI ou les porte-parole du RNI. C'est motu, Vraiment, c'est bouche cousue pour évidemment. l'instant. Personne ne souhaite prendre la parole. J'imagine qu'on attend la désignation des C'est candidats normal. En potentiels. même temps, c'est un On peu peut aisément le comprendre, mais comme la nature a horreur du vide et que les uns et les autres se posent des questions légitimes, ben nous, on va remplir ce vide et on va essayer de répondre en tout cas aux non, c'est questions vide là, c'est que le l'on se oh, pose. oui, 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 c'est vrai que c'est vrai que le plateau s'est vidé, mais on va le remplir par des réponses pertinentes, n'est-ce pas, si Aziz? on espère, Inch'Allah. La première question, c'est le timing de l'annonce, à quelques mois des législatives, pendant la CAN aussi, accessoirement. Et les motivations réelles, de l'annonce faite par Aziz Akhnouch. Chacun y va de son propre commentaire, de son propre avis sur les motivations réelles et surtout sur le timing. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est comment on peut expliquer ou comment tu expliques, cette annonce faite par Aziz Akhnouch dans, le moment précis? Je je vois pas trop de relation entre la CAN et cette annonce. Oui, ça c'était Sauf que c'est accessoirement, ouais. parti, c'est passé un peu, tout le monde s'en fiche un peu de ce qui se passe sur la scène politique en ce moment. Mmh. C'est normal, il y a la CAN et encore une fois félicitations et bon courage pour la suite. On t'arrivera jamais d'éloges pour cette équipe. Maintenant, il y a 2 timings qui peuvent interpeller. Le premier, c'est que c'est à 1 an des élec à 6 mois, 7 mois des élections. En général, n'importe comment, comme on dit, en bon français, on ne change pas une équipe, qui gagne.
Mmh. Apparemment, il gagne puisqu'il a gagné les élections en 2021, puisqu'il maîtrise et il domine le RNI domine sa majorité, que le doute ne l'a pas assailli une seule fois en 4 ans de mandat, que tout ce qu'il fait est très bien, que tout alors pourquoi tu démissionnes? Pourquoi démissionnez-vous, monsieur le chef monsieur le président du parti? Pas qu'il démissionne, mais qu'il ne Peu souhaite pas se représenter, pour Pourquoi il démissionne dans le sens, voilà, pourquoi vous n'allez pas vous représenter? voilà, c'est Pourquoi vous quittez votre poste alors que vous avez, le parti a besoin de vous et cetera et cetera. Donc effectivement, c'est un peu curieux, et c'est étrange comme beaucoup de choses que fait le RNI depuis sa création. Maintenant, il y a un autre timing qui dérange. Je ne sais pas si on appelle ça un timing, mais rappelons-nous que la veille, samedi, Aziz Akhannouch, dans son discours triomphaliste à son habitude, expliquait que nous allons proroger les mandats des instances et nous allons pourquoi? Pour aller justement vers les élections. Peut-être que s'il avait été élu en tant que président du parti, si le parti, si le RNI, sous la présidence de Aziz Akhannouch, avait, remporté la pole position, la première partie, peut-être qu'il ait été renommé encore une fois par, le roi, c'est-à-dire pour, refaire un deuxième mandat, mmh. heu, refaire un deuxième gouvernement. Peut-être qu'il aurait fait ce qu'avait fait Abbas El Fassi, en 2007. Lui aussi, il avait ce problème au niveau du parti de l'Istiqlal et lui aussi avait pris celui sur lui de dire: «Puisque je suis chef du gouvernement, premier ministre à l'époque, donc je reste encore, je me présente pour un troisième mandat». C'était pas passé à l'époque, ça ne passe pas Mmh. et ça ne serait pas passé pour, Aziz Akhannouch. ما عليناش. Le fait d'avoir dit samedi: «Nous sommes là, nous avons nos instances, nous allons proroger nos instances, nous allons faire, nous avons réussi, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus gentils» et que le lendemain, ils viennent totalement à contre-pied, prendre le contre-pied de ce qu'il a dit la veille, 24 heures avant, ça veut dire 2 choses. Ou alors, il a absolument aucun respect pour ses militants et pour la population marocaine. On va faire, on va faire, on va faire. Mais lui, il a dans la tête qu'il va démissionner le lendemain et il ne le dit pas. Mmh. Donc, c'est du n'importe quoi politique. Mmh. Ou alors il s'est passé quelque chose, dans la journée du samedi, peut-être même la soirée du samedi, peut-être qu'il a dû parler à quelqu'un, peut-être qu'il a dû avoir une suggestion, peut-être qu'il a dû avoir un conseil, peut-être qu'il a dû avoir une vision, peut-être qu'il a dû avoir quelque chose qui fait que le lendemain, en catastrophe, il Bah, détricote tout ça. en attendant, la réponse du principal intéressé, parce qu'on aimerait bien avoir Vous son ne l'aurez avis pas, pour, bah, on espère l'avoir. En vous ne attendant l'aurez de pas. l'avoir ou pas d'ailleurs, eh ben, ça reste des supputations et chacun, y va de son propre pronostic pour expliquer cette annonce et son timing. Est-ce que bon, Il les y a aussi un timing, les uns vous diront que c'est le simple respect des statuts du parti, ils sont heu bien naïfs. oui, bon, chacun ira de son propre commentaire. Mais passons cette question. On va se projeter Ah OK, vers d'accord. les prochaines, échéances électorales, notamment les législatives de septembre 2026. Mais avant cela, la question qui se pose aujourd'hui, en plus de savoir pourquoi il prend cette décision, maintenant, c'est qui pour lui succéder éventuellement? Alors bon, ce qu'on a fait à Midi 24, c'est qu'on a pris les choses, بقدقة بشوية بشوية. Normalement, traditionnellement, dans un parti qui se respecte, si un chef quitte la scène, en principe, c'est un membre influent du, bureau politique, qui prend sa succession. Soit un personnage qui a un poids politique, un poids symbolique et donc on s'est amusé à voir un petit peu, les, membres de ce bureau politique, qu'on va voir d'ailleurs à l'écran. Alors il y a des noms, qui émergent plus, que d'autres. On a des, membres qui sont aujourd'hui au sein du gouvernement, heu, madame la ministre des, Finances, on a c'est Rachid Talbi El Alami, le président, du parlement, de la chambre, Ça te des représente. représentants. On a aussi c'est Mohamed Oujar qui est une, figure, du parti et qui a occupé, des postes ministériels. Donc il y a des noms qui se dégagent parmi les je sais pas s'ils sont 20 ou une trentaine de membres, du bureau, Mmh. politique. Heu, quel est le profil type, selon toi, de, heu, cette personnalité au sein du RNI, qui pourrait éventuellement, succéder à Ali Zarmouch? Tu as dit dans un parti, normal, quand un président s'en va, quand un président est démissionnaire, on a déjà le nom de son successeur. Je reviens au 7 octobre, 2016, jour électoral, débâcle du RNI, revictoire, consécutive du PJD. Dans la foulée de cette journée du vendredi 7, le samedi 9, on avait le nom suggéré de Aziz Akhannouch comme président qui allait être entériné par un
congrès quelques semaines après et par un congrès ordinaire quelques mois après. Donc on avait ce nom-là. Tu me diras donc le RNI est un parti normal. Je te dirais oui, certainement, mais Aziz Akhannouch, quand il était revenu en 2016, n'était plus membre du RNI depuis belle lurette, si Mmh. tant est qu'il l'eût été pendant un temps où qu'il en était convaincu. Maintenant, vient, voilà, on dit un président aussi emblématique que Aziz Akhannouch, parce qu'il est un président aussi puissant, aussi influent que Aziz Akhannouch, puisqu'il est, s'en va et sans absolument aucune indication sur le successeur, laissant la population, pas qu'elle s'intéresse énormément au RNI, mais elle s'intéresse quand même à la politique de son pays qui va diriger le pays, qui dirige le gouvernement, Mmh. qui dirige le pays. Mmh. Rien. Mmh. 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 Alors, tu as dit des noms. Nadia Ftah est une excellente technocrate, mais elle est venue du Pa monde. pa pa pardon, on va revenir sur les noms. D'accord. J'aimerais juste qu'on passe à l'écran, les membres justement, du, bureau politique. Parce que bon, on a fait les choses simplement. On est allé sur le site, du RNI, voilà, et on descend et on a la composition, des membres, du, bureau, politique, qui vont apparaître d'un instant à l'autre. Si, au niveau de la régie, on peut les montrer, voilà. Donc on a Aziz Akhannouch, on a si on peut rester sur les premiers noms, s'il vous plaît, je dis ça à la régie, si on peut rester sur le bon, c'est pas grave. On a donc les noms qui se dégagent et bon, il y a une vingtaine, une trentaine de personnalités et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une, sorte de mini sélection sur tous ces, personnages et ces membres du bureau politique. On en a sélectionné 11. Alors on va les Ce projeter à sont eux qui sont en couleur. oui, on va les projeter on va les projeter, à l'écran, ces 11 personnalités. On a, c'est Mohamed Ojah, je l'ai cité, on a c'est Mohamed Saad Barrada, l'actuel ministre de, l'Éducation nationale, Rachid Talbi El Alami, Omar Mourou, Anis Birou, c'est Mohamed Boussaïd, Nabil Armili, l'actuel maire de Casablanca, Karim Chengli, personnage très influent, notamment, dans la région du Souss, Moustapha Baïtas, l'actuel porte-parole du gouvernement, Mbarka Bouaïda qui aussi, jouit d'une certaine forme, d'influence ou encore, Mohamed Chaouki. Alors, ce ne sont pas des prétendants déclarés ou que nous mettons en avant, nous, ici, à Média 24 pour, la succession de Aziz Akhannouch, mais ce sont des personnages, qui, soit ont un poids politique ou un poids symbolique au sein du parti et qui pourraient coller, correspondre d'une manière ou d'une autre à cette figure de leader, du parti du RNI après, le départ de Aziz Akhannouch. Qu'est-ce que tu penses de cette liste, de ces noms? Et est-ce qu'on en a oublié un ou 2? On peut la revoir, Oui, oui, on peut la revoir, on peut la remettre à l'écran. Bon, on a, voilà, Omar Morour, Rachid Tabi Alami, c'est Mohamed Saad Berrada, Mohamed Ojar, moi Anis personne Birou. peut-être, c'est Mohamed, Awjar, Mmh. qui se rappelle un peu au bon souvenir de la population et des idées politiques et qui est égal, à lui-même. Anis, Bilou peut-être, mais son nom ne circule pas. Mohamed Saad Barrada vient du monde des affaires. Mmh. Il y a exactement un an et exactement 16 mois, il n'avait absolument aucune relation avec la politique. Mais pendant les dernières, élections, il était très, 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 très impliqué, tu le sais très bien, pendant, tout le processus, électoral et la victoire du RNI, on va dire, On s'improvise pas chef de parti, comme ça. Si c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que chacun a une certaine un certain poids, qu'il soit politique ou une certaine tu forme parlais d'influence au sein du d'un parti. parti normal, RNI est un parti, normal, très certainement, vu les instances. Il est même, supranormal parce que c'est vraiment un parti qui a fabriqué, qui a créé, qui a mis sur place, un certain nombre d'instances, institutionnelles, organisationnelles, sectorielles. Le travail fait par Aziz Akhannouch est impressionnant, il faut le reconnaître. Mmh. Il faut le reconnaître. Mmh. Maintenant, la coquille est là. Est-ce qu'elle est remplie? Est-ce qu'elle n'est pas remplie? On ne sait pas. Vous avez donc il y a une certaine confusion qui s'est fait, pas entre le monde des affaires et le monde politique, et ça, je ne vois pas où est le problème, parce que le monde des affaires est porté par des Marocains qui ont parfaitement le droit, comme vous, comme moi, comme tout le monde, de se présenter aux élections, mais entre l'entreprise du chef du gouvernement et le parti. Ce Mmh. qui fait que ce parti-là a été quand même, depuis 9 ans qu'il est là, ou un peu plus que 9 ans, un peu moins de 10 ans, ce parti a été mis, sous perfusion. C'est ce qu'on disait au Randall tout à l'heure, je t'expliquais ça. C'est un parti qui a été mis sous perfusion financière, sous perfusion organisationnelle, sous perfusion, de gestion moderne. Ouais. Tout le monde, que tout le monde le reconnaît et donc
Enlever quelqu'un qui a fait tout ça et remettre quelqu'un à sa place, ça posera un nombre de problèmes absolument extraordinaires parce que ce parti perdra finalement sa bouée. Alors il faut une dernière question avant de se projeter vers les élections de 2026 par rapport à Cela étant, il y a d'autres noms ce qui n'ont pas été mis, qui sont très importants. bah, Il y a Moulay je suis Hafid, d'accord. il y a Moulay Hafid Oui, il y a des noms Alami, qui par circulent exemple. effectivement. Il y a Chakib Ben Moussa. Chakib Ben Moussa est rentré au gouvernement, est entré au gouvernement en 2021 sous la couleur RNI. Mmh, Comment un ancien ministre de l'Intérieur, dans le pays que nous connaissons, arrive dans un parti et qui prenne la couleur d'un parti politique? mmh. Ça veut dire qu'il y a une idée derrière. Il y a des noms Bon, qui circulent encore une fois, Aziz, il y a des noms qui circulent, chacun Nadia a Ftah, à part le facteur genre, elle n'a absolument rien à faire en politique. C'est une femme qui est excellente technocrate, personne n'en doute, mais qui est aussi excellente technocrate mais et puis on et puis être disait, oratrice. quand tu dis qu'elle n'a rien à faire en politique, on disait presque la même chose de Aziz Akhnouch avant qu'il prenne les rênes du RNI avant en 2016. On le dit C'est toujours, enfin je le dis toujours, oui, mais même après 5 ans de oui, présidence du gouvernement. mais il a eu le succès qu'il a eu, le succès électoral en tout cas en Oui, 2021, donc ce oui, n'est pas une condition oui, sine il a eu qua le non mérite d'avoir un background d'apporter quelque politique chose. important. Malheureusement, c'est comme ça, dans un monde idéal, oui, un parti politique Dans un monde où les déstructuré. milliardaires prennent de plus en plus Alors le c'est pouvoir. c'est la question que je voulais te poser Ouais, rapidement par rapport à cette question: qui va succéder à Aziz Akhnouch? mmh, Peut-être qu'il y a un choix, stratégique, à faire, pour, le RNI, un choix de rupture, en finir avec ce mélange des genres. Parce que les critiques qui reviennent le plus souvent, contre le RNI et ses membres, c'est ce mélange, des gens entre les réseaux économiques et le pouvoir, politique. Peut-être qu'avec le départ annoncé de Aziz Akhnouch, c'est le moment, une opportunité pour le RNI, s'il veut se renouveler, en tout cas d'une manière ou mmh, d'une autre, de rompre complètement avec cette manière d'aborder la politique en mettant en avant les réseaux économiques et par conséquent un leader qui soit en dehors des réseaux économiques, donc pas un grand patron par exemple. 2 exemples de grands patrons qu'on a eus dans ce pays qui ont fait le boulot sans aucun problème sous Feu Hassan II. Il y avait les gouvernements Karim Lamrani. Sous le roi Mohamed VI, il y a eu le gouvernement Jdo. On peut pas exclure un Marocain ou une Marocaine du pouvoir parce il a de l'argent. Mmh. C'est un homme politique ou une femme politique comme un ou une autre. Il n'y a absolument aucun problème. C'est cette question de réseau, De conflit d'intérêts. c'est ce question de conflit d'intérêts. À Au tort ou à Maroc, raison d'ailleurs, mais en tout cas les critiques, qui reviennent le plus, c'est ça, hein, c'est les accusations de voilà. conflit Et d'intérêts, on se de remet en 2021 où le PJD était finissant. Il fallait quelqu'un qui soit triomphant. Aziz Arnouch est venu avec cette mission-là, en 2016, cette mission-là de bouter d'ailleurs, il ne s'en cachait pas, de bouter le PJD hors des cercles de pouvoir ou les cercles gouvernementaux. Donc, le problème est là, encore une fois. Si Moulay Hafid Elalamy revient parce que son nom circule, il a été pendant 8 ans ministre de l'Industrie. oui. Et personne n'a parlé de mélange. Il a fait sa vente la vente de son assurance, il a fait ce qu'il avait à faire, il n'y a pas eu autant de souffre autour qu'autour de Aziz Akhannouch. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une crispation, des débats autour de ce mélange, des genres, depuis 2021 et depuis l'avènement de ce gouvernement. Ça, c'est une Voilà, réalité. ça s'est jamais dit Mais, avant. je rejoins ce que tu as dit, il y a quelques instants, à savoir que, le fait d'être un patron, qui réussit par ailleurs n'est pas une condition, rédhibitoire pour, quelqu'un de se présenter en politique ou de réussir en politique. Absolument pas. Bon, ça reste des supputations, chacun, a sa liste. Ça D'ailleurs, pose problème, il y a d'ailleurs, des il y a qu'il y ait des des supputations, ça pose problème. oui, mais justement, mais il y a des noms, depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a des noms qui circulent. Moi, je me demande qui les fait circuler pour quel Il a dit: «Monsef Belkhiat», mais علاش Monsef Belkhiat? Qu'est-ce qui va c'est ça le problème. quoi qu'il en soit, bon, on verra, on sera fixé rapidement, on aura des C'est noms, propre au RNI ça, vous n'allez on pas aura trouver ça à l'USFP, au on PPS, aura rapidement au des PJD, à l'Istiqlal et cetera, même si bon, il y a beaucoup à dire sur ces oui, partis. restons sur les réunions. On aura rapidement les noms déclarés pour la succession de Aziz Akhnouch. Dernière question pour, conclure cette, séquence, c'est, l'impact justement de cette annonce sur l'avenir du RNI à quelques mois des législatives de, 2026. Est-ce que le départ de Aziz Akhnouch, au fond, stratégiquement, politiquement, affaiblit structurellement le RNI? Parce que c'est l'homme providentiel du parti en quelque sorte depuis, 2016, ou au contraire, est-ce que au sein du RNI, le départ de Arnouch peut être vécu comme une certaine forme de libération d'un personnage politique qui cristallise, les critiques et les tensions de l'opinion publique, à tort ou à raison? Ça aurait été le cas s'il y avait une véritable idéologie
dans ce parti. Aziz Akhnouch a créé cette idéologie, social-démocratie, machin, bon, ça ne mange pas de pain. Vous connaissez, si vous citez n'importe quel parti des 6 ou 7 autres qui comptent, vous allez voir revenir dans votre mémoire une position de ce parti. Le PAM a sa position sur tout ce qui est progrès, modernité, avortement, droit, etc., peine de mort, etc. L'USFP, le PPS, l'Istiqlal, le PJD, ils ont tous. Le RNI est un parti qui est lisse, aussi lisse que cette table, très lisse. Il n'y a pas d'aspérité, aucune aspérité. Donc, qu'est-ce qui va libérer? Rien. Le RNI est un parti, encore une fois, est un parti important parce qu'il est là depuis 50 ans, mais c'est pas un parti qui a marqué par son engagement. Il a été un apporteur de majorité. Mmh, Il a mmh, apporté la pointe, c'est tout ce qu'il a fait. mmh. Et donc, si Aziz Akhannouch part, mais bien sûr, tu connais l'expression célèbre de Louis XIV, l'État c'est moi, ben, le RNI c'est Aziz Akhannouch, depuis 10 ans. On ne bouge pas devant Aziz Akhannouch. Si Aziz Akhannouch décide de revenir demain, tout le monde dira OK au RNI. S'il décide de repartir demain, tout le monde s'en plaindra. Et après, qu'est-ce qui se passera? On n'en sait rien, c'est le grand point d'interrogation. Quelle est cette personne, cette malheureuse personne qui prendra la suite? Il Mmh. lui faudra les moyens, c'est-à-dire la capacité de mobilisation. Mmh. Il lui faudra les moyens humains, c'est-à-dire la capacité d'encadrement, la capacité d'aller sur le terrain, d'étudier, d'analyser le terrain, de faire. Ça va être très difficile, Eh ben, on très saura difficile. on saura on saura, je pense, rapidement fixer puisque je pense, en principe, à partir de la semaine 21. prochaine, voilà, on aura, les noms, des candidats déclarés, hein, pour, la succession de Aziz Akhnouch et on sera définitivement fixé, en principe, si le programme initial est respecté, le 7 février, jour de la Je tenue du prévois de congrès du l'emploi RNI. de la grosse empoignade pour ça. Oui, mais en tout cas, c'est un sujet qui va, nous, intéresser tout au long de cette année 2026 qui est une année, vous savez, électorale, par essence et on suivra avec beaucoup d'intérêt la suite, de cette, actualité en lien avec le RNI et au-delà de son implication sur les prochaines échéances électorales. C'était, le débat du jour avec Aziz Boussa. Merci. De retour sur le plateau du 12-13, sur, Média 24 et on termine cette émission par, une information importante, suivie de très près d'ailleurs par la rédaction de Média 24, mais aussi par l'ensemble des acteurs de la santé au Maroc. Depuis plusieurs mois maintenant, le ministère de la Santé travaille sur une réforme des prix des médicaments, un projet de décret aux enjeux très concrets pour les patients, les pharmaciens, les industriels et plus largement pour la soutenabilité de notre système de santé. Alors le texte a été, ajusté à plusieurs reprises avant d'être transmis récemment au Conseil de la concurrence qui est actuellement en train de l'examiner pour avis. Média24 a pu, consulter la version la plus récente de ce document et ça nous donne une idée très précise de la philosophie, de la réforme et des changements envisagés par le ministère de tutelle. Alors pour nous expliquer ce que prévoit concrètement, ce projet de décret, ce qui change par rapport au dispositif actuel et quels pourraient être ses impacts, je reçois celle qui suit pour nous à Média 24 ce sujet. Kenza Khatla, bonjour. Bonjour Adi, مرحبا بك معنا. merci. Alors, tu es auteur de cet article réservé aux abonnés par rapport justement aux nouveautés de cette réforme des prix des médicaments et nous allons en parler aujourd'hui dans la rubrique L'instant Média 24. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Kenza, elle est très très simple. Quel est, d'abord pour commencer, l'objectif de cette réforme des prix des médicaments? Pourquoi le ministère de la Santé a entamé cette réflexion et cette réforme à travers ce décret? Alors, en effet, le gouvernement souhaite revoir le système de tarification des médicaments pour trois objectifs principaux. En réduire les prix, les rendre accessibles aux citoyens et assurer la pérennité financière des caisses d'assurance maladie. D'ailleurs, ce dernier point est l'un des principaux éléments déclencheurs de cette réforme.
Consultés par Média24, les chiffres de remboursement ont explosé entre 2019 et 2024, en particulier pour la CNSS, après la généralisation de l'assurance maladie. Mmh. Alors, on parle d'une hausse de 170% pour la CNSS contre 52% pour la CNOPS. Mais en parallèle, les cotisations évoluent de manière très modérée. Et là, c'est une hausse de 28% pour la CNSS et d'à peine 16% pour la CNOPS. Alors, cette hausse, elle est principalement portée par 150 médicaments coûteux, d'où la décision du gouvernement d'ouvrir ce chantier. Mmh. L'annonce de la réforme a été faite par le ministre de la Santé au Parlement le 26 mai dernier. Oui. C'est un dossier complexe, d'autant qu'il concerne plusieurs acteurs de la santé, les pharmaciens, les industriels et les laboratoires. Une première mouture a été élaborée par le ministère de tutelle, qui a été discutée avec l'ensemble de ces acteurs. À l'issue de ces réunions, certains amendements proposés ont été acceptés, contrairement à d'autres. Donc la première version, la version initiale de ce projet de décret, a connu plusieurs ajustements. Mais si j'ai bien compris, pour résumer, ce qui motive, le ministère à entamer cette réforme, c'est d'abord de, préserver la soutenabilité de notre système de santé. En tout cas, que les ressources, elles soient, disponibles pour, que le système de santé soit efficace, si j'ai bien compris. Exactement, C'est la motivation principale derrière la réforme. exactement. Alors, quels sont justement, là, on va rentrer dans le vif du sujet et dans le détail de, ton article. Quelles sont les principales mesures proposées dans ce projet de décret pour la réforme des prix des médicaments? Alors, il faut savoir que le PPV, le prix public des médicaments, il est égal à la somme du prix fixe hors taxe et de la marge des grossistes et de la marge des pharmaciens. C'est au niveau du prix fabricant que les principaux changements seront opérés, prévus d'être opérés. Alors, il faut savoir que ce prix fabricant est retenu sur la base des prix les plus bas pratiqués dans les pays de référence, à savoir l'Arabie Saoudite, la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal et la Turquie. Donc, la principale nouveauté de ce texte, elle concerne la majoration de 10% des médicaments, des médicaments importés, Mmh. qui couvrent actuellement la marge d'importation, les frais d'approche et les droits de douane. Donc cette majoration, elle est prévue d'être supprimée, ce qui fait que les médicaments importés et ceux produits localement la marge sera harmonisée pour ces produits-là. Alors la seconde nouveauté concerne les médicaments génériques et biosimilaires dont les prix seront fixés en adoptant un taux de réduction fixe selon un modèle en escalier. Mmh. Alors, ce prix sera déterminé selon 2 critères pour les génériques, à savoir le rang d'introduction et la tranche du prix fixe, et sur la base d'un seul critère pour les biosimilaires, c'est-à-dire le rang d'introduction. Alors cette mesure, elle avait été rejetée par les industriels lors des discussions avec le ministère de la Santé, mais pour encourager la production nationale, ce dernier a proposé la méthode suivante. Alors, si un médicament fabriqué localement est le premier à être placé dans le premier palier, tout générique introduit par la suite sera positionné dans le palier suivant. Mmh. En revanche, au cas où c'est un médicament importé qui occupe le premier palier, s'il y a un médicament générique qui est produit localement, il occupera le même palier. Et tout générique produit par la suite sera placé au niveau des paliers suivants. C'est-à-dire que chaque palier pourra désormais accueillir 2 médicaments, l'un importé et l'autre produit localement. Et la troisième nouveauté, elle concerne la révision des prix des médicaments. Alors, elle se fera désormais dans 2 cas, soit à la demande des établissements industriels, soit s'il s'avère au ministère de la Santé que le prix fabricant appliqué dans les pays de référence a connu une baisse de plus de 15%. Alors, comment se déroulera cette révision? Mmh. Pour les princeps, elle dépendra du prix de vente. Alors, si le prix de vente est supérieur à 300 dirhams, le nouveau prix sera aligné sur le prix le plus bas appliqué au niveau des pays de référence. Mais s'il est inférieur à 300 dirhams, c'est la moyenne de 4 pays de benchmark qui proposent le prix le plus bas qui sera appliqué. Pour ce qui est des génériques et des biosimilaires, la révision se fera à partir de 2 ans de la fixation du prix initial, Oui. sauf si le prix fabricant du princeps connaît une baisse, enregistre une baisse.
Alors, on t'écoute religieusement depuis tout à l'heure parce que le texte est très long, mais le texte est très technique. Je pense qu'il est beaucoup plus destiné aux professionnels concernés par la réforme que par le commun des mortels, mais il impacte les citoyens, quels qu'ils soient, et d'où la nécessité justement de vulgariser le contenu de ce texte. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, pour conclure rapidement, Kenza, où en est actuellement ce projet de décret? Est-ce qu'il sera adopté définitivement rapidement? Il est susceptible d'être modifié? Alors comme, je l'ai dit au début, il a connu plusieurs ajustements. Actuellement, il est en examen par le Conseil, de la concurrence qui doit, émettre un avis consultatif, sauf en cas de détection de problèmes majeurs susceptibles d'impacter la concurrence. Par la suite, ce sera, une adoption au niveau du Conseil de la gouvernement Mmh. du gouvernement, pardon, et puis, suivre le circuit législatif d'adoption, habituel. Bah, merci beaucoup, C'est-à-dire Oui, la loi. non, mais je vais te donner la parole. Attends, Non, non, parce c'est que une simple demande, c'est décret ou loi, c'est tout. non, c'est un décret, c'est un Décret. décret. Un décret. C'est un décret, ouais. Donc c'était la rubrique, l'instant, Média 24. J'étais ravi de t'accueillir, Merci. Kenza, pour cette, première. L'instant Média 24, c'est tout simplement, le moment, pendant lequel on met en avant les femmes et les hommes qui constituent la rédaction de Média 24 et qui produisent, quotidiennement de l'info de bonne qualité et de l'info réservée aux abonnés. L'article en question est réservé aux abonnés, donc si vous êtes intéressé par le sujet, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à vous abonner et à lire l'article dans sa totalité sur le site de Média24. Merci beaucoup Aziz, merci Kenza. À la prochaine dans l'instant Média 24. C'est tout pour cette première émission du 12-13 sur Média 24. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur Média 24.